Uniquement chez Château d'Axe. Sur Bel RTL, il est 16h. Et voici Philippe Calais. Bonjour Karine, bonjour à tous. La Belgique s'apprête à passer à une nouvelle phase de déconfinement. La réunion du Conseil national de sécurité qui avait débuté à 9h ce matin s'est achevée il y a quelques minutes. La conférence de presse de la Première ministre va donc commencer. On va rejoindre tout de suite nos confrères de RTL TVI et Sophie Wilmès qui va donc dans quelques instants nous annoncer en direct quelles sont les nouvelles mesures qui ont été décidées. On retrouvera ensuite Thomas de Bergeyck et de nombreux invités pour une édition spéciale du RTL Info sur Bel RTL entre 18h et 19h. À tout à l'heure, place donc à la Première ministre. Le 4 mai, la Belgique a commencé le déconfinement, un processus qui pour notre pays était jamais vécu, un processus aussi qui dans beaucoup d'aspects a été beaucoup plus délicat que telle ou telle limitation, aussi bien pour les autorités que pour les gens. La dernière fois que nous étions ici, c'était le 13 mai. Depuis 3 semaines ont passé. Dans des temps normaux, c'est un petit laps de temps, mais rien n'est plus normal dans ce que nous vivons actuellement. Quand on se sent anxieux, quand on se sent seul, quand les médias sociaux, toutes les secondes de la journée, vous immergent dans les informations et des opinions, le temps passe moins vite, effectivement. Et les 3 semaines, par exemple, semblent une éternité. Nous était pourtant utile pour évaluer les effets du déconfinement sur la propagation du virus en Belgique. Mais ça ne nous a pas empêchés, entre-temps, de prendre les décisions qui s'imposaient dans le but de vous restituer vos libertés fondamentales le plus rapidement possible, à chaque fois que c'était possible, sans mettre en péril l'amélioration de la situation sanitaire. Le contexte, il est vrai, évolue constamment et c'est pour cela que nous avons toujours parlé d'un processus évolutif. Les connaissances scientifiques avancent également. Nous connaissons bien mieux le virus aujourd'hui qu'au début de la crise. Et c'est pourquoi nous nous sommes adaptés à chaque reprise, dans l'intérêt des citoyens, afin que nous puissions retrouver, dès que possible, un peu des libertés que nous avions perdues. La décision récente de permettre à plus d'élèves de retrouver le chemin de l'école dès le mois de juin en est une parfaite illustration. D'aucuns, c'est vrai, ont pu être surpris par cette décision. En ce qui nous concerne, nous ne voulions pas, nous ne pouvions pas rejeter les nouvelles opportunités offertes par les dernières études et les observations sur la réaction des plus jeunes au virus, et ce, dans l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est pourquoi nous avons toujours, en concertation avec les experts, profité de chaque occasion pour progresser quand les indicateurs de santé nous donnaient le feu vert. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Les indicateurs sont encourageants, comme nous le constatons dans le rapport quotidien des autorités de santé. Si nous sommes honnêtes, nous devons admettre que sans doute les chiffres sont meilleurs que nous pensions et ces meilleurs résultats sont la conséquence des efforts collectifs de nous tous. Je pense en premier lieu aux personnes qui, pendant la crise, ont été en première ligne. Le personnel de soins, par exemple, ils ont fait montre de beaucoup de courage. Je pense également à beaucoup de femmes et d'hommes qui ont assuré les services essentiels dans notre pays. Nous leur sommes reconnaissants. Et plus généralement, je pense à tous ceux qui tous les jours se sont tenus aux règles, ce qui a été souvent un grand sacrifice. C'est grâce à cela que nous pouvons faire ce pas supplémentaire crucial dans le déconfinement. En accord avec le GIES, ce mercredi, effectivement, de passer en phase 3 du déconfinement dès le 8 juin prochain, c'est-à-dire dès lundi. Cette date correspond à un moment clé du déconfinement où l'on va pouvoir changer notre approche par rapport aux règles en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Je vous l'ai dit, ce sont bien vos efforts
qui permettent ce basculement. Vous vous en souvenez, nous avons commencé par tout interdire. C'était le confinement. Au fur et à mesure du temps, nous avons pu autoriser la reprise de certaines activités et c'est pourquoi nous disions à l'époque que tout était interdit sauf, et là vous connaissiez les exceptions, elles se sont additionnées au fil du temps. Dès le 8 juin, nous pourrons donc raisonner différemment. Nous pourrons raisonner avec comme point de départ nos libertés. Autrement dit, tout sera permis sauf. Et nous allons voir ensemble les quelques interdictions qui seront levées petit à petit, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de l'évolution épidémiologique. Je le répète en néerlandais, nous avons commencé à interdire tout. Il y avait une sorte de lockdown. À mesure que le temps avançait, nous avons pu reprendre certaines activités. C'est pourquoi nous avions dit à l'époque, tout est interdit, sauf les activités qui sont spécifiquement autorisées. À partir du 8 juin, nous pourrons raisonner d'une autre manière. Nous allons pouvoir tenir le raisonnement avec le point de départ, notre liberté, à savoir que tout sera autorisé, sauf les activités qui seront spécifiquement interdites. Ça peut paraître symbolique et pourtant, ce changement d'approche élargit très largement le champ des possibilités. Mais si la situation sanitaire nous permet de travailler au départ de nos libertés retrouvées, il ne faut pas se tromper pour autant. Le virus reste parmi nous. Il fait encore des victimes et il en fera probablement encore d'autres. Et certainement si nous ne sommes pas vigilants. C'est pourquoi nous sommes toujours dans l'obligation d'exclure certaines activités. Ces activités qui seront et resteront interdites le seront car elles impliquent soit des contacts trop rapprochés entre les individus, soit des rassemblements de masse, ou encore parce que des protocoles n'ont pas encore pu être définis, c'est-à-dire des règles spécifiques à un secteur. Cette nouvelle approche s'appréhende sur deux niveaux. D'abord, le comportement individuel, à savoir quel comportement dois-je adopter face aux libertés retrouvées. D'autre part, il y a le cadre réglementaire qui s'applique à une activité dite organisée. Autrement dit, quels protocoles sont mis en œuvre par les professionnels pour organiser l'activité auquel je veux participer. Commençons par le comportement individuel. Pour ce qui concerne le comportement individuel, il y a 6 règles d'or, des règles de grande importance qu'il faut toujours respecter. Tout d'abord, les règles d'hygiène qui restent essentielles. Les recommandations, comme se laver les mains, ne pas s'embrasser, ne pas se serrer la main, toutes ces règles-là doivent être toujours respectées. Deuxièmement, votre activité, il vaut mieux la faire à l'air libre, car là, le risque de contamination est plus petit. Si ce n'est pas possible, veillez à ce que l'espace soit suffisamment ventilé. Troisièmement, prenez des précautions complémentaires pour les personnes qui sont dans un groupe à risque. Quatrièmement, la distance de sécurité reste toujours d'application, sauf pour les personnes de votre propre ménage, les enfants de moins de 12 ans, entre eux, et les personnes de votre entourage élargi, votre bulle élargie, comme on dit, car c'est l'appellation désormais. Et si on ne peut pas respecter la distance de sécurité, il faut porter un masque buccal. Ces 2 dernières règles concernent spécifiquement les contacts sociaux que vous pourrez avoir à partir du 8 juin. Vous pourrez avoir des contacts plus rapprochés avec 10 personnes différentes par semaine en dehors des membres de votre famille, de votre ménage. C'est donc votre bulle étendue.
personnel. C'est pour chaque personne comme cela. C'est un droit individuel. Donc, chaque semaine, ce groupe peut changer si vous le voulez. Le maximum de 10 par semaine fait en sorte que les contacts sociaux sont néanmoins assez limités et cela permet aussi mieux de vérifier précisément avec qui vous avez été en contact récemment si jamais vous aviez été contaminé. Et enfin, si vous faites quelque chose en groupe, ce groupe ne peut pas être plus nombreux que 10 personnes, les enfants y compris. Ceci vaut aussi bien pour une visite chez vous à domicile qu'à l'extérieur, dans un parc, dans un restaurant, par exemple. C'est important, donc je vais le répéter en français. En ce qui vous concerne individuellement, il y a 6 règles très importantes à garder en mémoire. On va les appeler les 6 règles d'or. Premièrement, les mesures d'hygiène restent indispensables. Donc les recommandations telles que se laver les mains régulièrement, ne pas faire la bise ou serrer la main doivent continuer à être suivies scrupuleusement. 2. Préférez les activités en extérieur car le risque de transmission y est plus faible. Et si ce n'est pas possible, assurez-vous que votre pièce est suffisamment ventilée. 3. Prenez des précautions supplémentaires avec les personnes à risque. 4. Les distances de sécurité restent d'application, sauf pour, bien entendu, les personnes de votre propre foyer, les enfants de moins de 12 ans entre eux, et pour des personnes avec qui vous avez des contacts plus rapprochés, autrement dit, votre bulle élargie. Et si vous n'êtes pas en mesure de respecter ces distances de sécurité, vous devez porter un masque. Les 2 dernières règles concernent directement les contacts sociaux que vous pourrez entretenir après le 8 juin. Donc 5, vous pouvez avoir des contacts plus rapprochés avec 10 personnes différentes par semaine, en plus de votre foyer. C'est ce qu'on va appeler votre bulle personnelle élargie. Parce que cette règle compte pour chaque personne, ce droit est donc tout à fait individuel. Chaque semaine signifie que ces personnes peuvent changer si vous le souhaitez. Et la limite de 10 par semaine aura pour conséquence, en fait, de continuer à limiter les contacts malgré tout. Et de plus, elle permettra de savoir précisément avec qui vous avez eu des contacts plus rapprochés en cas de contamination. Dernière de ces 6 règles d'or, les réunions de groupe sont restreintes à 10 personnes maximum, enfants compris, et ça vaut pour tous les types de réunions, indépendant du fait qu'elles aient lieu à votre domicile ou en dehors de celui-ci, comme dans un parc ou un restaurant. Une dernière précision importante, beaucoup de personnes profitent, ou plutôt profitaient, de leur pension pour aider les autres. Et ce travail bénévole est essentiel pour eux, bien sûr, mais aussi pour ceux qui en bénéficient. Il faut savoir qu'une charte est en cours d'élaboration à la destination de ces seniors, afin de leur fournir un peu plus de clarté quant aux activités qu'ils peuvent pratiquer en toute sécurité. La tâche n'est pas simple, mais nous nous y employons, s'agissant par définition d'un groupe à risque. Vous l'aurez donc compris, ça veut dire que dès lundi prochain, la règle des 4 personnes est définitivement remplacée et il vous sera donc possible d'élargir significativement nos contacts sociaux. Alors ça réjouira bon nombre d'entre nous, ça ne fait aucun doute. Pourtant, cette opportunité est indissociable du sens des responsabilités dont chacun doit faire preuve. En effet, la possibilité de contrôler un droit individuel comme celui-ci est fortement réduite. Dès lors, cette règle doit être suivie en bonne intelligence, dans l'esprit d'une protection mutuelle et réciproque sur le thème, en respectant les règles « je me protège » et « tu me protèges ». N'oubliez jamais d'abord qu'il en va de votre santé et de celle des personnes que vous aimez. Outre le comportement individuel, il reste la question du cadre réglementaire des activités organisées. Le principe est le suivant. Toutes les activités organisées seront reprises avec des protocoles
qui protège les utilisateurs, les travailleurs, à moins que le démarrage de l'activité est prévu pour une autre phase. Le télétravail est recommandé s'il est possible. En général, les secteurs qui peuvent redémarrer doivent le faire selon un protocole. Ces protocoles seront déterminés par le ministre compétent en négociation avec les secteurs et sur avis du GS. Nous sommes bien sûr conscients que tout le monde n'est pas représenté par une fédération sectorielle ou professionnelle. Ces personnes pourront appliquer néanmoins les principes généraux que l'on trouve sur le net infocoronavirus.be. L'ORECA, le secteur sportif, le secteur culturel sont les secteurs les plus importants qui peuvent redémarrer le 8 juin. C'est pourquoi nous allons parcourir ce secteur plus en détail. Le 8 juin, l'ORECA pourra rouvrir partiellement. Je dis partiellement parce qu'on ne pourra pas encore ouvrir, par exemple, les salles de jeu, comme les casinos, avec les machines à jetons, les machines à sous, qui sont touchées par beaucoup de personnes en un court laps de temps. Ceux-là pourront ouvrir le 1er juillet. Également les salles de banquet et de réception. C'est également pour le 1er juillet, avec un maximum de 50 personnes présentes, et ceci sous les mêmes conditions que pour l'ORECA. Les clubs dancing, discothèques, où il n'y a pas de distanciation possible, eh bien, ne pourront rouvrir avant fin août. À partir du 8 juin, tous les autres établissements d'ORECA, bars, cafés et restaurants pourront rouvrir, à condition que l'on suive très précisément le protocole. Le protocole, c'est surtout une distance d'1,5 mètre entre les tables, un maximum de 10 personnes par table. Chaque client doit être assis à sa propre table et être servi à cette table. Les serveurs doivent porter un masque et tous les établissements peuvent rester ouverts jusqu'à 1h du matin. Par analogie, les magasins de nuit peuvent également rester ouverts jusqu'à 1h du matin. Nous sommes bien conscients que ces adaptations demandent beaucoup d'efforts, mais ces efforts sont nécessaires pour la santé des travailleurs et des employeurs dans l'ORECA, mais également bien sûr pour la clientèle. Le secteur culturel est un autre secteur en souffrance pendant cette crise sanitaire. Contrairement à ce que nous avons pu entendre à certains moments, ce secteur, comme celui de l'ORECA d'ailleurs, n'a pas été oublié des experts et des politiques, mais j'ai pu expliquer à plusieurs reprises, ici même, mais aussi dans des réunions de travail, dans des réunions de rencontres, les difficultés inhérentes aux activités culturelles et artistiques quant à la propagation du virus qui rend leur reprise plus délicate. À partir du 8 juin, toutes les activités culturelles sans public pourront reprendre. Les représentations avec public ne seront pas encore permises lundi prochain, mais elles pourront reprendre à partir du 1er juillet. Ici encore, des règles précises relatives à la gestion de l'audience seront prévues, telles que le respect de la distance de sécurité dans le public et 200 personnes présentes au maximum. Le 1er juillet étant la phase de réouverture des activités avec public, les cinémas pourront par conséquent rouvrir dans les mêmes conditions. L'organisation des activités doit être prévue de telle manière que l'on évite les rassemblements trop importants, par exemple en dehors de la salle de spectacle. Et lorsque vous participez à des activités culturelles mais aussi de loisirs, le port du masque y est en tout cas fortement recommandé. Dans le secteur de l'ORECA et culturel, mais pas seulement. Il reste la peur, la crainte que les mesures de sécurité ne puissent être conciliées avec la rentabilité de l'établissement. Au niveau fédéral et régional, nous travaillons actuellement, outre la prolongation ou l'adaptation de certaines mesures génériques pour soutenir l'économie, nous travaillons donc à une série de mesures ciblées pour soutenir certains secteurs.
À partir du 8 juin, on aura donc également les activités sportives qui pourront reprendre sans distinction. Qu'il s'agisse de sport amateur ou professionnel, les entraînements ou les matchs à l'intérieur ou à l'extérieur, également les salles de fitness pourront rouvrir à condition de respecter toujours le protocole. Il n'y a que les sports de contact comme le judo, la boxe, le basket, le football. Ces sports-là doivent rester limités à des entraînements sans contact. Pour ce qui concerne les infrastructures sportives, comme ailleurs, il faudra suivre des protocoles concernant les vestiaires, les douches, etc. Ceux-là ne pourront toujours pas ouvrir. Les piscines et les centres de wellness, dans ce stade, doivent rester fermés. Pour ce qui concerne le sport, à partir du 1er juillet, tout cela de nouveau permis. Il reste bien entendu des protocoles qui sont d'application. À partir de ce moment-là, du public pourra assister uniquement assis, tout comme dans le secteur culturel d'ailleurs. Les activités sportives ou culturelles organisées en groupe peuvent avoir lieu si elles sont encadrées, par exemple, par un coach ou un animateur et ne peuvent pas compter plus de 20 personnes, comme c'était le cas d'ailleurs pour les entraînements auparavant. Ce nombre sera augmenté à 50 au 1er juillet. Les distances de sécurité doivent bien entendu toujours être respectées. Pour les activités religieuses ou de culte, ceux-là pourront reprendre à partir du 8 juin. Il faudra respecter la distanciation avec un maximum aussi de 100 personnes présentes, peu importe la superficie. À partir du 1er juillet, ce seront 200 personnes par analogie avec le secteur culturel et sportif. D'autres règles seront d'application, par exemple l'interdiction de contact physique. Enfin, nous le savons tous, l'été est à nos portes, dans quelques semaines à peine. Et cette période de l'année est caractérisée par une série de festivités, d'activités de loisirs, de tourisme. Et vous êtes nombreux, bien sûr, à vouloir savoir à quoi ressemblera ces mois de juillet et d'août 2020. Commençons par les voyages. Il sera possible, dès le 8 juin, de partir en excursion d'un ou plusieurs jours en Belgique. Et à partir du 15 juin, la Belgique réouvrira ses frontières vers et au départ des pays appartenant à l'Union européenne, Royaume-Uni compris, ainsi que les 4 autres pays de la zone Schengen. Attention toutefois que chaque pays décide seul de l'ouverture de ses frontières aux conditions imposées qu'il souhaite. Pour connaître la situation de votre pays d'accueil de destination, il est donc conseillé de vous rendre sur le site internet belge des Affaires étrangères. Les conditions relatives au voyage hors Europe devront, elles, être déterminées à la lumière de l'évolution des discussions au niveau européen. Quant aux activités de loisirs et de détente qui animent la période estivale, seront autorisées à partir du 8 juin, à l'exception des conférences, des parcs d'attractions, des plaines de jeux en intérieur qui ne pourront reprendre qu'à partir du 1er juillet. L'été est aussi propice au rassemblement, à l'organisation de kermesses et de fêtes de village. Malheureusement, ces activités étant de nature à générer des foules restent interdites jusqu'au 1er août. Cette date passée, elles pourront reprendre graduellement et pour ce faire, un outil d'évaluation en ligne sera mis à la disposition au début de l'été à destination des organisateurs qui souhaitent se renseigner sur la possibilité ou non d'organiser un événement et ce, sous quelles conditions. En tout état de cause, les grands événements de masse resteront interdits jusqu'au 31 août, comme annoncé précédemment. Sans doute vous aurez compris que le 8 juin ne signifie pas la fin du confinement. Il y a plusieurs étapes encore à parcourir. Les phases 4 et 5 du déconfinement auront lieu dans les mois de juillet et août, à condition que la situation épidémiologique le permette.
Ceci est toutefois une étape importante en avant. Cette nouvelle approche simplifie d'ailleurs les règles, mais nous ne pouvons pas faire la faute, faire l'erreur de dire que la crise du corona est terminée définitivement. Le virus n'a pas disparu et les risques non plus. Néanmoins, nous voyons déjà les contours d'une vie normale. Ceci grâce à un effort collectif de respect des règles. Grâce à vous, l'épidémie est en train de faiblir. Soyons tous vigilants. Nous devons rester attentifs, même si beaucoup de personnes en ont un petit peu assez. C'est pourquoi nous faisons toujours appel à votre bon sens, votre sens des responsabilités que vous avez déjà montré depuis 2 mois et plus, et votre sens de la solidarité. La date du 8 juin n'est pas la ligne d'arrivée. Ces étapes, des étapes, doivent encore être franchies. La phase 4 et 5 du déconfinement s'étaleront sur les mois de juillet et août si la situation épidémiologique nous le permet. Toutefois, c'est un grand pas en avant que nous franchissons et le changement d'approche est important. Il simplifie les règles à suivre aussi. Mais encore une fois, il ne faut pas faire l'erreur de croire que la page de la crise sanitaire est définitivement tournée. Le coronavirus n'a pas disparu et les risques non plus. Néanmoins, nous touchons du bout des doigts le retour à une forme de normalité. Ceci, je l'ai dit parce que la grande majorité de nos concitoyens a fait en sorte de respecter les règles. C'est bien grâce à cela que l'épidémie recule. Nous ne devons donc pas relâcher notre vigilance. Nous ne pouvons pas relâcher notre vigilance, même si la lassitude peut s'installer chez certains d'entre nous. C'est pour ça que nous continuons à faire appel à votre bon sens, votre sens des responsabilités qui vous guide depuis la mi-mars, et bien sûr, votre esprit de solidarité. Je voudrais, avant de conclure, revenir sur un point en particulier. La situation actuelle aux États-Unis suscite l'émotion. Dans certains autres pays, des manifestations se sont tenues rassemblant de très nombreuses personnes, et quand je dis de très nombreuses personnes, c'était parfois même des milliers de personnes. Certains souhaitent organiser ce type de manifestation en Belgique. Nous vous demandons de tenir compte de votre santé, de la santé des autres et surtout de tenir compte des conséquences que ces rassemblements pourraient avoir sur la propagation de l'épidémie et donc sur l'ensemble de la population. Une multitude de possibilités existent pour exprimer son soutien à une cause qui soit compatible avec la période de crise sanitaire que nous traversons, ceci aussi en témoignage du respect pour le personnel soignant. Continuez à prendre soin de vous, continuez évidemment à prendre soin des autres. Blijf voor jezelf zorgen, blijf voor anderen zorgen. Prenez soin de vous. Je vous remercie Prenez pour votre attention. Ik dank u. Madame. Donc en fait, à partir de lundi, on peut de nouveau voir 10 personnes et chaque semaine d'autres personnes. Et dans cette bulle, il ne faut plus respecter la distanciation sociale. Est-ce qu'on pourra alors embrasser, s'enlacer? L'idée est la suivante. Nous sommes bien conscients qu'il est très difficile de respecter toujours la distanciation sociale. Mais les règles d'or restent, s'il vous plaît, gardez vos distances. Il est clair qu'on voudrait aller manger quelque chose avec quelqu'un, on voudrait inviter quelqu'un à la maison. Et là, la distanciation sociale est très difficile à respecter. Donc nous le demandons, non, ne vous faites pas la bise, n'enlacez pas quelqu'un, ne prenez pas ces règles à la légère. Mais bien sûr, il y a une zone de compréhension en raison du fait que nous voudrions voir davantage de gens et on voudrait organiser des rencontres amicales.
Les règles de distanciation sociale restent d'application. En fait, on ne parle plus de distanciation sociale, mais de distance de sécurité. C'est cela qu'il faut se rappeler. C'est pour notre santé, pour votre santé qu'on vous le demande. Nous sommes des gens pragmatiques, raisonnables. On sait, ce n'est pas toujours facile. C'est pourquoi nous disons, d'accord, si c'est trop difficile, il faut tout de même limiter cette bulle élargie à 10 personnes. Mais s'il vous plaît, le plus possible en dehors de votre foyer. Il faut garder les distances de sécurité. Pour le secteur de l'ORECA, on parlait ces derniers temps d'un registre des réservations, on parlait d'un système de tracing. Il n'en est rien ? En fait, on a procédé à plusieurs études sur le respect de la GDPR et il semble que les propositions strictes qui avaient été mises sur la table ne correspondent pas au respect de cette GDPR. Par contre, donc, on ne peut pas rentrer dans un système où on oblige le client potentiel à donner l'ensemble de ses données en échange de pouvoir avoir accès au restaurant. On se rend compte aussi que pour la personne le patron ou la personne qui va faire l'accueil, ça peut susciter des discussions compliquées. De plus, il y a toute la partie gestion des dossiers qui peut poser problème. Dès lors, on ne renonce pas au tracing. Le tracing, ça reste quand même quelque chose de très important qu'il va falloir continuer à développer avec le temps, peut-être avec des moyens extérieurs au papier et au bic, mais ça ne devait pas nous empêcher de pouvoir réouvrir l'ORECA. Dès lors, nous proposons un système volontaire de la part du restaurateur ou du tenancier du café et volontaire de la part de celui qui souhaite s'inscrire dans une démarche informée, bien entendu. Autre question? Opmerking, vragen? Meneer. Bonjour, une question un peu atypique pour Dardar. En fait, en quelle langue est-ce que vous parlez lors des réunions du Conseil national de sécurité? Est-ce que c'est in het Nederlands, en français, of Deutsch, ou in English? Duits minder, zou ik het zeggen. Un peu moins en allemand, je dirais. Un petit peu moins en allemand. Mais chacun parle sa langue, je pense. Hein. Oui, enfin, il y a des francophones qui parlent le néerlandais, les néerlandophones parlent français, donc il y a une bonne ambiance et on fait les efforts pour se comprendre. On a même parlé anglais aujourd'hui, parce que le rapport que nous avions reçu était en anglais. Et si on veut s'améliorer, on le fait en anglais. Mais donc, si votre question est de savoir si nous sommes sûrs que nous nous sommes bien compris. Très bien compris, on est sur la même longueur d'onde. Monsieur. D'abord, une question. On a entendu qu'il y a eu des mesures, notamment de soutien à l'économie, à l'ORECA, pour inciter les gens à aller dans les différents restaurants. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce même type de mesures pour soutenir alors les publics plus précarisés? Je pense notamment à Mme Maï pour des raisons de lutte contre la pauvreté, à Céline Wanneuil qui demande des mesures justement pour ces publics fragilisés, des mesures pas uniquement fédérales, différentes entités fédérées. Et la deuxième question, on parle beaucoup ces derniers temps de nouvelles élections ou non, mais n'est-il pas légitime quand même de se poser la question qu'il faudra prendre des mesures pour peut-être les 10-20 prochaines années pour un grand plan de relance au niveau notamment de l'économie, parce que là on n'est plus dans un contexte de climat politique de chamaillerie, mais plutôt un contexte de poser la question après une crise d'un impact, parce que alors ce n'est pas plus légitime que dans le passé cette demande d'élection. Merci. Alors, vous comprendrez que la deuxième question, je ne vais pas parler au nom de mes collègues politiques qui doivent chacun avoir un point de vue qui n'est pas forcément le mien. Hein. On va garder l'église au milieu du village, si on peut s'exprimer ainsi. Première question, les mesures de soutien à l'économie, les mesures de soutien à des populations plus précarisées. De nouveau, hein, cette tentation de vouloir opposer l'humain à l'économie aux plus précarisés, on ne s'est jamais inscrit dans cette démarche-là et vous aurez
aurez constaté depuis le début que quand nous avons lancé des plans de soutien, c'était à la fois des plans de soutien avec des volets sociaux et des plans de soutien avec des volets plus économiques. Aujourd'hui, nous constatons en fait que les 2 plans de soutien que nous avons déjà mis, en tout cas en route au niveau fédéral, et je laisserai les ministres présidents parler pour ce qui s'agit de leurs compétences. Au niveau fédéral, nous nous rendons compte que la crise effectivement dure, que l'impact économique sera vraiment important et que les mesures de soutien que nous avons prévues doivent, premièrement, être prolongées. 2, ce sont des mesures transversales. 2, quand elles sont prolongées, elles peuvent aussi être adaptées eu égard aux nouvelles informations que nous avons, peut-être des scopes ou des périmètres d'intervention un peu plus grands. Et puis 3, il y a toute une approche qui est nécessaire pour des groupes plus touchés. Est-ce que ces groupes plus touchés sont des secteurs d'activité ou, par exemple, des bénéficiaires de revenus d'intégration sociaux, les bénéficiaires de l'AGRAPA et autres publics plus fragilisés. Tout ça fait l'objet d'une discussion générale que j'ai mis à la sagacité et au débassage des 10 présidents de parti pour la simple et bonne raison que ce gouvernement ne dispose pas d'une majorité au Parlement. Nous avons 38 sièges et que pour faire avancer ce type de paquet, nous avons besoin de la majorité la plus large possible. Nous souhaitons aussi la majorité la plus large possible parce que cela témoignera d'une plus grande adhésion aux mesures qui sont prises. Donc je vous rassure tout de suite, l'aspect social est totalement pris en considération aussi dans les mesures que nous prenons. En ce qui concerne le plan de relance, la volonté en tout cas, c'est effectivement de l'inscrire comme pierre angulaire d'une formation de gouvernement. Pourquoi ? Parce que la relance, par définition, c'est un mot qui, de par sa définition, nous entraîne dans le développement économique, le redéploiement économique, la structure économique de la Belgique pour les années futures. Et ça, demander à un gouvernement qui a reçu la confiance pour gérer la crise de le faire seul, on est capable de le faire seul, on est capable de faire des propositions, mais ça n'est pas ce sur quoi nous avons reçu la confiance. Nous avons reçu la confiance sur la gestion de la crise et je me dois de respecter l'engagement que nous avons pris. Dès lors, cette relance, nous estimons qu'elle doit pouvoir se discuter effectivement au sein de la formation d'un gouvernement et je ne vous surprendrai pas en étant au moins cohérente sur ce point, au plus vite, au mieux. Yann ? Merci, Madame la Première ministre. Je peux répondre à votre deuxième question. Pour l'entité fédérée Flandre, nous n'avons pas prévu d'élection, en tout cas. Ça, c'est une réponse tout à fait claire à votre question. Mais plus sérieusement, à votre première question, dans la gestion de cette crise, je vois 3 phases. D'abord, la crise aiguë que nous avons derrière nous. La deuxième phase, c'est la stratégie exit qui nous occupe actuellement. Et dans cette phase, le gouvernement flamand a pris toute une série de mesures. Hier encore, on a donc ce fonds de secours que nous avons augmenté pour atteindre presque 300 millions. Donc tout cela, c'est de la gestion de crise. Ce qui se présente maintenant, c'est la relance. Effectivement, nous devons penser à d'autres défis sociétaux, notamment la paupérisation, la santé mentale, etc. Nous avons pour cela érigé 2 comités de relance économique et sociale. Et pour vous dire que nous nous occupons également des groupes précarisés, quelqu'un qui est un très grand spécialiste, Yves Banks, qui fait donc partie de ce comité de relance sociale. Voilà, nous n'allons pas remettre cela plus tard, ces travaux. Ces travaux ont commencé et nous attendons les résultats dans les jours qui viennent. Donc voilà ce qui se fait dans l'avenir très très proche. Voilà, ça fonctionne. Au niveau donc de la Wallonie, les mesures que nous prenons,
sont aussi complémentaires aux mesures que le fédéral prend. Et nous mettons sur le même pied la dimension sociale, la dimension environnementale, la dimension économique. Et au niveau social, on a pris de très nombreuses mesures déjà. Je pense notamment à des interventions pour l'électricité, pour le gaz, pour l'eau, des montants financiers importants pour les CPAS qui sont le réceptacle d'un accroissement de la pauvreté malheureusement, parce que dans cette crise du Covid-19, c'est vrai que le monde économique subit des pertes extrêmement importantes, mais il y a aussi un accroissement considérable de la pauvreté et nous devons absolument en tenir compte. Et puis surtout, on doit sortir nos concitoyens qui se trouvent en dessous du seuil de pauvreté, on doit les sortir de cette pauvreté. C'est à cela qu'on travaille. On a notamment un plan qui se confectionne, qui s'appelle pour le moment Get Up Wallonia, avec 3 dimensions. Une dimension économique importante, une dimension sociale, une dimension aussi de santé, et une dimension environnementale, une dimension territoriale. Et c'est à cela que nous travaillons. Donc on a pris des mesures et nous prendrons encore des mesures. Mais comme vous pouvez l'imaginer, surtout en ce qui me concerne, on n'oublie pas la dimension sociale. En effet, c'est vrai. Merci. Au niveau de la fédération Wallonie-Bruxelles, il y a d'abord des mesures qui ont été prises dans le cadre du confinement et puis du déconfinement. Un exemple, évidemment, ce sont les écoles et toutes les mesures que l'on a dû prendre pour ouvrir les écoles, avec aussi un fonds d'urgence pour soutenir toute une série de secteurs, notamment la culture, bien évidemment, et le sport. Et donc, ici, dans les heures qui viennent au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous allons apporter aussi toute une méthodologie par rapport à un plan de redéploiement, de relance, peu importe comment on l'appelle, mais que ce soit par rapport aux matières, de l'enseignement bien évidemment, puisqu'il y a l'organisation, mais il y a aussi la problématique des bâtiments scolaires, la problématique du numérique dans les écoles, mais aussi la remédiation qu'on devra avoir à la rentrée par rapport à l'absence ici de plusieurs semaines des élèves, et puis par rapport à la culture, mais comme on l'a dit, il y aura des mesures fédérales, mais aussi des mesures régionales et de fédération Wallonie-Bruxelles, et aussi au niveau du sport. Je pense que les nouvelles qui sont prises aujourd'hui vont dans le bon sens, parce que le sport, c'est aussi un vecteur de cohésion sociale. Je pense que c'était aussi important de prendre des mesures aujourd'hui, ouvrant les vannes, si on peut se permettre l'expression. Mais donc, nous travaillons aussi sur une dynamique et un plan de redéploiement. Voilà, merci beaucoup. C'est vrai qu'à des moments comme ceux que nous vivons, on a souvent, c'est un réflexe, tendance à revenir avec des réflexions de type institutionnel. Et moi, je voudrais dire une chose, c'est que depuis le début de la crise, je pense qu'on a pu démontrer que le fédéralisme de coopération pouvait fonctionner. Alors, bien sûr, c'est pas parfait, bien sûr, le modèle est toujours à travailler, c'est ça ce qui fait notre spécificité belgo-belge. Mais c'est ce qui permet aussi, c'est ça le sens et l'utilité des régions et des communautés, c'est de pouvoir répondre aux besoins spécifiques en fonction du territoire. Et Bruxelles est un territoire un peu particulier, très différent du reste du pays, avec une dimension urbaine, avec tout ce que cela représente en termes de pauvreté, de sans-abrisme, mais aussi de problèmes de migrants. Nous avons dû faire face à toute cette problématique-là en dégageant des moyens particuliers. Donc quand on parle social-économique, chez nous, la dimension sociale est évidemment très très importante, au regard aussi des chiffres liés à la pauvreté. Donc nous avons dégagé des montants, nous avons déjà provisionné des montants pour les CPS, parce qu'on sait aussi qu'en première ligne, ce sont les pouvoirs locaux qui ont aussi à gérer cette crise, et on ne mesure pas encore aujourd'hui l'ampleur de ce que cela représenterait sur les comptes des différents pouvoirs que sont les communes et les CPS, et qui auront été aussi, je dirais, particulièrement exposés. Là aussi, nous avons fait un mix de mesures. On n'est pas loin du demi-milliard pour les mesures de prise en urgence.
soutient tous nos secteurs. Vous le savez, une région comme Bruxelles, c'est principalement, et c'est beaucoup de l'ORECA, c'est du tourisme, c'est de l'événement, donc nous sommes particulièrement exposés. Donc on est particulièrement heureux à Bruxelles de voir enfin se rouvrir tout ce secteur dont nous avons tant besoin et qui procure énormément d'emplois à des personnes peu ou pas qualifiées. Donc c'est vraiment quelque chose pour nous de très très important. Nous travaillons à un plan de relance. Nous allons l'approuver la semaine prochaine. Ce plan se déclinera sur plusieurs phases. La première étant évidemment liée à ce que nous avons décidé aujourd'hui, à savoir la relance de l'événementiel, de l'ORECA, le tourisme. Nous aurons aussi besoin d'activités pour cet été, sachant que notre situation n'est pas la même que la Flandre et la Wallonie. Et donc le travail n'est pas terminé. Je pense qu'il faut surtout se dire ça et retenir une chose, c'est que cette crise nous aura tous et toutes, que ce soit les politiques, les scientifiques et les autres, nous aura appris à rester modestes dans nos affirmations. Merci. Meneer. D'autres choses qui sont de nouveau possibles. Est-ce que toute l'affaire du tracing ne se retrouve pas dans une nouvelle dimension? Tout se fait de manière téléphonique, mais quand vous allez au restaurant, quand vous allez dans un café, vous ne savez pas qui a été à vos côtés. Est-ce que cela ne rend pas l'application d'une app de tracing beaucoup plus urgente? Mais pour le tracing, je vais donner la parole à mon collègue ministre-président. C'est une affaire, c'est une compétence régionale. Je pourrais vous donner mon opinion personnelle, mais après avoir entendu les spécialistes. Mais non, je veux bien répondre. Ce système de tracing est sur pied. Cela fonctionne. Il n'y a pas d'app à disposition. Nous ne sommes pas contre. Le gouvernement flamand n'est pas contre ce tracing. Nous n'allons pas attendre un nouveau système pour commencer ce tracing avec les moyens que nous avons. N'oubliez pas non plus que si vous avez une app, il est nécessaire aussi que suffisamment de personnes l'utilisent, l'installent sur leur mobile et l'utilisent. Et si vous voyez à l'étranger, surtout le contexte européen, parce que bon, le Singapour ou l'Orient, c'est tout à fait autre chose. Mais dans un contexte européen, l'acceptation d'une telle app n'est pas énorme. Par exemple, pour l'Autriche, il y a 4 personnes à la population qui l'utilisent. Bon, cela ne vous mène pas loin. Le point de vue du gouvernement flamand, c'est de dire, voilà, une app de tracing, c'est intéressant, on va continuer à stimuler le développement de cette app, mais nous n'attendons pas cette app pour commencer le tracing. Et le jour où cela existe, cette app de tracing qui soit efficace, et nous pouvons lancer cette app alors avec suffisamment d'assurance, et suffisamment de personnes vont l'accepter, de l'avoir sur leur portable. Ce sera toujours sur une base volontaire, ce ne sera jamais obligé. Bien entendu, on pourra envisager la chose, mais actuellement, nous devons appliquer le système de tracing que nous avons déjà développé. Et on le voit bien combien il est difficile que les personnes, de demander aux personnes de communiquer toute leur liste de contacts. Et on ne peut certainement pas obliger les personnes à installer une app. Je pense que c'est dans le même contexte. Mais donc, on suit cela de près. Ce que je voudrais vous dire, c'est que le tracing, c'est quelque chose d'extrêmement important. Important pour éviter une nouvelle flambée de l'épidémie. Je m'explique. Ce que nous faisons au niveau régional, c'est que quand une personne est testée positive, on essaye de voir avec qui elle a été en contact. Ce n'est pas par curiosité ou bien pour porter atteinte à la vie privée de qui que ce soit. On le fait pour prévenir les personnes qui ont été en contact qu'elles sont à risque. Il y a des hauts risques, des bas risques. Et on essaye de tracer, c'est-à-dire on essaye de définir d'où vient, de quel endroit provient la contagion. Et ça, c'est extrêmement important parce que si nous ne le faisons pas, il risque d'y avoir des foyers qu'on ne maîtrise absolument pas, qui se réveillent. Et je rappelle que
on l'a connu, l'épidémie, elle prend une vitesse qui est exponentielle. Donc, c'est-à-dire que dans des délais extrêmement courts, on l'a connu d'ailleurs chez nous, on a à ce moment-là, ça pourrait être au départ de 10 foyers, et ça peut partir d'une manière inimaginable, et tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, pourrait alors s'écrouler, et on devrait revenir en arrière et commencer au point zéro, ce qui serait quand même terrible pour les citoyens, terrible pour l'économie, terrible pour la dimension sociale. Donc c'est important. Et avec les cafés, les restaurants, la Première ministre l'a indiqué, dans toute la mesure du possible, laissons un numéro de téléphone là où on va, laissons un nom ou un pseudo, enfin c'est pas ce qui compte avec cette pratique, c'est qu'on puisse recontacter les personnes dans le cadre du tracing pour justement prendre des mesures qui s'imposent pour éviter la propagation de l'épidémie. Donc voilà, je dirais que c'est une situation tout à fait particulière, mais c'est une situation que nous devons assumer. Oui, très brièvement, enchaîner sur ce que vient de dire Elio. On est un pays de liberté. On a un pays où finalement, et Yann l'a dit aussi, on est obligé à limite à rien. On n'est pas obligé d'adhérer à un système de tracing. On n'est pas obligé à faire ceci ou à faire cela. Mais ici, si moi j'ai un conseil à donner, quand vous allez au restaurant, c'est de laisser vos coordonnées. Parce que oui, bien sûr, vos amis, vous les connaissez, mais si demain c'est un membre du personnel qui tombe malade, peut-être que ce serait intéressant quand même qu'on puisse vous avertir de cela. Et donc, voilà. Mais encore une fois, je pense parce qu'il y a beaucoup de débats, on passe beaucoup de temps à dire, tiens, ceci, cela, non, liberté. Oui, et franchement, je suis le premier à défendre ça. Et c'est pesant d'être limité dans nos libertés. On ne s'est pas rendu compte de ça le 13 mars, le 12, mais quand on s'est réveillé, on était quand même dans un autre monde. Et donc, revenir à la normale, à la normale dans de bonnes conditions sanitaires, c'est peut-être encore accepter cela. Voilà. Peut-être encore un tout petit mot. Ça doit être dans l'anonymat. Donc nous, responsables politiques, on doit garantir l'anonymat. Donc quel que soit le système, c'est un système manuel que nous utilisons, mais cet anonymat, c'est une garantie que nous devons absolument donner à nos concitoyens. Il est hors de question, par exemple, quand on prend contact, de dire à la personne avec qui on a pris contact, voilà, vous pourriez être contaminé par X ou Y. Ça, c'est hors de question. L'anonymat, c'est-à-dire véritablement, c'est un service que l'on rend pour la santé de tout un chacun. Encore une question. Oui, bonjour. Juste deux questions. Une concernant l'ORECA. On n'a pas évoqué l'abaissement de la TVA. Je ne sais pas si ça a été abordé. Mais également l'agrandissement des terrasses. Donc voilà, c'est un aspect. Et concernant l'enseignement, il y a toute une série d'étudiants, je pense en secondaire, qui ne sont pas concernés par le retour à l'école. Il y a d'autres perspectives qu'on peut leur donner avant la fin de l'année ou pour eux, ils sont déjà en vacances. Merci. Si je vous dis qu'ils sont déjà en vacances, je vais me faire gronder par leurs professeurs parce que franchement, ils ont encore, je vois mes enfants qui n'ont pas pu retourner à l'école, ils ont énormément de travail au quotidien et de choses à rendre. Donc voilà, donc sur l'enseignement, je ne suis pas convaincue, je ne pense pas que la donne va encore changer d'ici la fin de l'année. On a déjà changé les choses de manière suffisamment prégnante, je pense, pour pouvoir les garder telles quelles d'ici la fin de l'année. Et je répète, j'ai entendu les difficultés, je les comprends et je comprends aussi qu'on se dise mais on a mis tout ceci en place et qu'est-ce qui se passe derrière. Tout ça c'est totalement humain et c'est pas faire preuve de non-respect du monde professionnel que d'un moment saisir une opportunité. Et l'opportunité, eh bien, c'était de pouvoir offrir à certains enfants encore, pas tous, de se resocialiser, de retourner à l'école, de retrouver leurs copains, de retrouver leurs professeurs aussi, qui leur manquent. Et je suis sûre que beaucoup de professeurs, ils étaient ravis de retrouver leurs élèves. Et 3 semaines pour certains, c'est pas beaucoup. Et puis, quand vous êtes seul et que ça fait 2 mois que vous êtes confiné, c'est
3 semaines de respiration, justement, ça peut être beaucoup. Et je ne parle pas ici de tout l'aspect psychosocial, éducatif, où 3 semaines, bah oui, c'est aussi ça de gagner. En ce qui concerne l'Oreca, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais il y a clairement la volonté de travailler à des mesures, comme je vous ai dit, transversales de soutien à l'économie. Donc, parce que c'est vrai que l'Oreca, la culture par exemple, ce sont des secteurs qui ont été fortement touchés, mais il ne faut pas croire. Quand vous ouvrez un magasin quelques semaines avant l'ouverture de l'Oreca et que vous le faites dans des conditions qui font que par définition votre chiffre d'affaires ne va pas être le même un samedi complet, simplement vu l'accès possible à votre magasin, il ne faut pas croire que ces entreprises-là, ces sociétés-là, ces indépendants-là, tout d'un coup sont totalement sortis de difficultés. Dès lors, l'intérêt, je pense, et la nécessité de garder les mesures transversales le plus possible. Mais c'est vrai aussi que s'agissant de l'Oreca, de la culture, il y a des mesures plus particulières qui doivent être prises. Elles sont en train de les discuter maintenant. Et donc, si vous le permettez, je garderai l'élégance de ne pas venir avec des conclusions avant qu'elles soient prises. Et on va encore prendre une question et puis on va clôturer si vous voulez bien. Monsieur. Juste 2 petites questions. Une très ciblée qui compte pour une demi. Pourquoi une différence de traitement entre les salles de fitness et les piscines, par exemple? J'imagine que c'est sanitaire, mais là vous pourrez répondre assez rapidement, j'imagine. Et puis deuxième question. Voilà, oui, voilà, merci. Et alors, par rapport aux parents d'enfants, parce qu'on a pris le point de vue des directions d'école, mais vous avez réautorisé la rentrée de toutes les classes finalement ces dernières semaines. Il reste beaucoup d'absentéisme, notamment du côté francophone. Donc, est-ce que vous pouvez garantir à ces parents qui sont inquiets qu'il y a effectivement un risque faible de contamination des enfants à l'école? C'est pas une compétence fédérale, mais en tout cas, en ce qui concerne le suivi épidémiologique, c'est bien parce que la connaissance du virus évoluant et aussi fort d'expériences donc de déconfinement écoles qui ont eu lieu dans d'autres pays avant nous et sur lesquels on pouvait déjà tirer des conclusions, c'est bien fort de cette connaissance scientifique et des retours d'expérience, comme on appelle ça, qu'on nous a dit et que les experts scientifiques nous ont dit, il y a moyen de remettre les enfants à l'école sans danger de reprise d'épidémie qui soit majeure, sachant qu'en plus, les enfants, s'ils développent la maladie, la développent d'une manière moins importante. Je ne suis pas scientifique, j'explique ce qu'on nous a expliqué. Vous comprenez bien que dans ces situations, quand vous mettez en balance cette connaissance qui évolue certes, mais qui est là quand même, et les risques psychosociaux d'enfants d'être isolés trop longtemps en dehors d'autres enfants ou en dehors du cadre scolaire, je comprends que les pédiatres et les spécialistes nous aient demandé d'agir rapidement, d'où la rapidité aussi de la décision. Tu veux rajouter quelque chose ? Simplement rajouter qu'en effet, il faut rassurer les parents et les élèves pour toutes les raisons que Sophie a évoquées. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur témoignage que les images qu'on a pu voir hier des enfants qui retrouvaient le chemin de l'école et des enseignants aussi. Je pense que ça, c'est le meilleur moyen de conviction par rapport aux parents. Et je pense qu'à un moment donné, on doit aussi avoir des expressions positives, qu'il y a des expressions, évidemment, qu'on rajouter de l'anxiété à l'anxiété, et que c'est peut-être pas la meilleure formule pour ramener les enfants à l'école. Mais je pense que tous les indicateurs sont ouverts pour le faire, et je pense que l'expérience de terrain, et partout en Belgique d'ailleurs, hier, témoigne que c'est une bonne solution, comme on l'a dit. Merci beaucoup.
Voilà pour cette 9e conférence de presse qui suit donc le Conseil national de sécurité, cette phase 3 du déconfinement qui sera donc entamée à partir de lundi 8 juin avec un mantra, une phrase de référence qui fait qu'on a complètement évolué dans la manière de percevoir la crise, le confinement. Aujourd'hui, on peut dire que tout est permis. Sauf, c'est ça, Dominique. Tout sera permis. Tout sera permis. Puisque c'est à partir de lundi prochain. Donc on est véritablement passé du tout sera interdit. La plupart des choses seront interdites à l'exception d'eux. Et puis à partir de lundi, oui, tout sera permis. Sauf, alors le sauf, finalement, il est assez restreint. C'est sauf les grands rassemblements, les activités au cours desquelles la distance de sécurité ne peut pas être maintenue, et sauf les secteurs dans lesquels il n'y a pas des protocoles spécifiques qui ont été définis, et ils l'ont été aujourd'hui par le Conseil national de sécurité pour certains d'entre eux. Loïc Parmentier est en direct de cette conférence de presse qui s'est donc tenue rue de la Loi. Loïc qui est avec un des vice-premiers ministres. Et nous retrouverons le développement de ces mesures, bien sûr, dans le RTL Info 18h tout à l'heure sur Bel RTL avec Thomas de Bergeyck. Il est 17h. On s'informe avec Philippe Calais. Bonjour Philippe. Oui, bonjour à tous. La Première ministre Sophie Wilmès a donc dévoilé les nouvelles mesures qui seront appliquées dès lundi prochain dans tout le pays dans le cadre d'une nouvelle phase de déconfinement. On va déjà en profiter pour passer en revue les principaux points. Donc on commence avec les relations sociales qui vont quand même changer. Le système va s'assouplir. Vincent Chevalier, la bulle en effet, comme on l'appelle, sera élargie dès lundi prochain. On pourra entretenir désormais des contacts avec plus de personnes. Oui, la règle des 4 personnes est terminée. Nous aurons désormais la possibilité d'avoir un contact rapproché avec 10 personnes différentes par semaine, 10 personnes maximum en dehors des membres du ménage, et dans le cadre d'un petit événement à domicile ou à l'extérieur, pas plus de 10 personnes réunies en même temps. Dans ce volet social, la Première ministre a également rappelé quelques règles essentielles de bonne conduite: se laver les mains régulièrement, ne pas s'embrasser, exercer le plus possible des activités à l'air libre, prendre des précautions avec les personnes des groupes à risque et respecter évidemment les distances de sécurité. Alors, deuxième chapitre, très attendu par beaucoup de monde, il concerne l'Horeca. Comme prévu, les restos et les cafés vont pouvoir rouvrir lundi. Oui, c'est un véritable soulagement pour tous ces établissements. Ils reprendront leurs activités le 8 juin, mais seulement s'ils peuvent mettre en place les mesures d'hygiène demandées. 1,50 m entre les tables, maximum 10 personnes par table. Les serveurs devront porter un masque et les portes devront être fermées à 1h du matin. Les magasins de nuit sont également concernés par cette fermeture à 1h. Par contre, les salles de jeu et les casinos resteront fermés jusqu'au 1er juillet. Pareil pour les salles de banquet et de réception. Et à partir de cette date, elles ne pourront pas accueillir plus de 50 personnes. Enfin, les discothèques ne pourront pas relancer les platines avant la fin du mois d'août. Et puis c'est important avec l'été qui se rapproche, le tourisme au mois de juillet et au mois d'août, que ce soit en Belgique ou à l'étranger. Que va-t-on pouvoir faire ? On écoute sur ce point Sophie Wilmès. Il sera possible dès le 8 juin de partir en excursion d'un ou plusieurs jours en Belgique. Et à partir du 15 juin, la Belgique réouvrira ses frontières vers et au départ des pays appartenant à l'Union européenne, Royaume-Uni compris, ainsi que les 4 autres pays de la zone Schengen. Attention toutefois que chaque pays décide seul de l'ouverture de ses frontières aux conditions imposées qu'il souhaite. Ajoutons que pour les parcs d'attractions, les plaines de jeux, les parcs, les plaines seront à nouveau accessibles le 1er juillet. Pour les kermesses, les fêtes de village en petit comité, on va dire, ce sera pour le 1er août. Par contre, tous les événements de masse, comme les festivals, eux, ils restent interdits au moins jusqu'au 31 août. On passe au secteur du sport et de la culture, des secteurs qui étaient eux aussi dans l'attente. Les activités sportives vont pouvoir reprendre aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oui, les salles de fitness
fitness, par exemple, reprendront leurs activités à condition de respecter les protocoles d'hygiène, mais les sports de contact doivent être limités. Des sports comme le football, le basket ou le judo, ces sports seront limités à des entraînements. Les piscines et les centres de bien-être ne seront pas accessibles lundi prochain, mais aucune date d'ouverture n'a encore été communiquée. Et à partir du 1er juillet, le public sera à nouveau accepté dans les compétitions sportives. Les supporters devront rester assis et respecter les distances de sécurité. N'oublions pas le secteur culturel. Là, la reprise des activités, des spectacles va être très progressive et prudente. Toutes les activités sans public pourront reprendre dès lundi prochain. Par contre, concernant les représentations avec public, ça ne sera pas avant le 1er juillet. Encore une fois, avec l'obligation de garder ses distances et en présence de 200 personnes maximum. Les cinémas pourront rallumer les projecteurs le 1er juillet et dans tous les événements, quels qu'ils soient, le port du masque reste fortement recommandé. Merci beaucoup Vincent pour toutes ces précisions. Ajoutons encore que, en ce qui concerne les activités religieuses, les célébrations religieuses pourront reprendre le 8 juin avec une assistance de 100 personnes maximum. Une assistance qui sera portée à 200 personnes le 1er juillet. On repassera bien entendu en revue plus en détail les différentes mesures annoncées dans le RTL Info entre 18h et 19h avec Thomas de Vergeek. De nombreux invités aussi pendant cette heure représentant les secteurs concernés, en particulier le tourisme, l'horeca, la culture. On attend aussi vos réflexions, vos remarques, vos questions par SMS au 33 23. Mais d'ici là, on retrouve sans tarder sur Bel RTL les grosses têtes et Karine. Merci. Et puis l'info, on revient tout à l'heure à 18h. Et on poursuit donc avec les grosses